Régis Dubois, bonjour. Donc tu es marseillais. Depuis une dizaine d'années, tu travailles autour de la question de cinéma et politique, cinéma et idéologie. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus en détail tes recherches, tes travaux et ton parcours, ce qui t'a amené à travailler autour de ces questions-là? Bonjour, donc oui, en fait, j'ai étudié le cinéma à la fac d'Aix-en-Provence et j'ai travaillé d'abord dans un premier temps sur les Noirs dans le cinéma américain, sur l'image des Noirs, pour montrer en fait que les stéréotypes perduraient encore dans les années 90, puisque c'est la période que j'ai étudiée. Et ensuite, donc c'est un ouvrage en fait qui est paru, qui s'appelle Image du Noir dans le cinéma américain, qui est paru chez l'Harmattan en 97. Et ensuite, donc, j'ai poursuivi sur une thèse, et là, j'ai travaillé sur les cinéastes afro-américains et sur le cinéma des Noirs américains. Ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce que ces cinéastes, en fait, tentent par le cinéma de valoriser l'image des Noirs. Et c'est un peu le point commun entre tous les films, en fait, réalisés par des Afro-Américains, c'est quand même de proposer une image positive des Noirs. Et donc, j'en suis venu, bien sûr, à m'intéresser aux questions du cinéma et ses rapports avec l'idéologie au sens large, notamment le cinéma hollywoodien. Et sur la question politique, comment le cinéma est-il politique et comment l'idéologie vient au film en fait. Et il se trouve que j'ai publié plusieurs ouvrages sur la question, une histoire politique du cinéma et un ouvrage récent qui s'appelle Hollywood, cinéma et idéologie. Donc justement, cinéma et politique. Qu'est-ce qui est politique dans le cinéma, Régis? Alors vaste question, j'ai envie de dire que tout film est politique, toute création est politique puisque ça implique une subjectivité, un point de vue de celui qui fait le film. C'est Christian Metz, un théoricien du cinéma français des années 70, qui disait que du moment qu'on pose une caméra et qu'on choisit un cadre, qu'on choisit de filmer un plan, qu'on choisit un champ, c'est déjà un point de vue, c'est déjà un discours sur le monde, puisque on choisit de mettre quelque chose dans le cadre et on choisit de ne pas mettre autre chose, puisqu'on choisit de filmer tel motif, tel sujet et pas tel autre. Donc bien sûr, tout ça, ça découle de choix. Donc à la base même, le principe de cadrer, c'est déjà un point de vue sur le monde. Et bien sûr, pour ce qui est du cinéma, il y a toute la dimension production, censure, quel film on fait, comment on le fait. Donc c'est bien sûr l'idéologie se retrouve à tous les stades en fait, aussi bien au niveau de l'écriture que du choix de production, produire tel film et pas tel autre. Il va de soi que par exemple des films sur la révolution cubaine, par exemple, il y en a très peu. Sur la baie des cochons, il n'y en a pas. Par contre, des films qui vont valoriser, si on prend le cinéma américain, qui vont valoriser la Deuxième Guerre mondiale, les GI américains, il y en a beaucoup. Donc on voit bien qu'il y a des choix déjà qui sont au niveau même du sujet en fait, qui va être traité. Bon, en France, c'est pareil, sur la guerre d'Algérie, par exemple, on n'a pas eu de film pendant très très longtemps. Et donc on voit bien qu'il y a déjà une sélection à ce niveau-là. Donc une sélection qui vient de la part des producteurs le plus souvent, qui, sous prétexte de rentabiliser des films, vont promouvoir et choisir de produire tel film au détriment de tel autre. Et bien sûr, il y a toute la dimension aussi de la politique, la censure politique, qui n'est plus économique, mais donc politique, et qui passe par la censure d'État, la censure à tous les niveaux, en fait. Ça dépend des cinémas, après. Tu parles de censure, mais y compris dans le monde libre. Ce que je veux dire, c'est comment s'organisent justement ces grands courants politiques, parce qu'on voit bien que c'est une question de production, de financement, mais il y a des grands courants idéologiques, visiblement, qui dominent le cinéma. Comment on pourrait les retracer? Et y a-t-il des courants dominants? Est-ce qu'on a comment s'organise aussi peut-être des courants alternatifs, etc. Comment s'organise le champ cinématographique en général? Alors, on peut essayer de diviser en fait les films, le cinéma, les films politiques en trois grandes tendances. Bon, prenons les films, plus simplement les films de propagande, donc des films de commande par des États, la plupart du temps totalitaires, puisque on a l'exemple de l'Union soviétique, du Troisième Reich en Allemagne, de l'Italie mussolinienne. Bon, là, ce qui est intéressant de voir déjà, c'est que les dictateurs, en fait, en tout cas les grands leaders des pays autoritaires, totalitaires, ont très vite senti en fait l'intérêt du cinéma. C'est les premiers en fait à avoir compris l'importance en fait du cinéma dans l'éducation des masses, mais aussi dans la propagande, bien sûr. Donc c'est vrai de Lénine, c'est vrai de Goebbels, c'est vrai de Mussolini, qui a d'ailleurs écrit un scénario. Bref, c'est vrai de beaucoup de
dirigeants qui ont valorisé le cinéma de propagande. Donc il y a beaucoup d'exemples dans le cinéma soviétique, dans le cinéma allemand, etc. Ensuite, il y a une deuxième tendance, ce serait le cinéma de divertissement, le cinéma grand public dans les pays dits démocratiques. Là, bien sûr, le discours politique est moins évident, disons. En tout cas, il passe par d'autres chemins, j'ai envie de dire. Si on prend le cinéma hollywoodien, bien sûr, pays de la liberté, donc a priori pas de censure. On voit en fait, si on étudie la question, que la censure elle est partout. Et l'idéologie aussi, puisque c'est des films qui promeuvent en fait l'American Way of Life. Hein, tous les films hollywoodiens, a priori. Et d'ailleurs, ça marche très bien, puisque on voit bien aujourd'hui le succès du mode de vie américain, que ce soit il y en a tellement, le jeans, Coca-Cola, Planet Hollywood, Hard Rock Café, on pourra en citer plein, enfin Halloween, enfin des choses qui ont pénétré en fait nos sociétés par le cinéma aussi, essentiellement, en tout cas par la culture de masse. Il est intéressant de savoir aussi qu'a priori, donc suivant des estimations difficilement vérifiables, mais 3/4 des images diffusées dans le monde sont d'origine américaine. Donc ça dit bien un petit peu une sorte d'impérialisme des images qui ne se présentent jamais comme telles, mais qui fonctionnent en termes de vision du monde et d'idéologie. Alors après, sur le cinéma hollywoodien, mais le cinéma français aussi, mais en tout cas dans le cinéma hollywoodien, on pourra en parler beaucoup, puisque j'ai pas mal étudié la question, mais l'idéologie de ces films, elle est dans le choix de ce qu'on évoque, hein, mais aussi dans la forme même. Par exemple, tout simplement l'idée de promouvoir chaque fois un héros, hein, un héros qui sera supérieur aux autres. Et ça, c'est un choix politique qui est hérité du roman bourgeois sans doute, mais par exemple, si on prend le cinéma soviétique des années 20, un cinéaste comme Eisenstein, lui, dans ses films, il n'y avait pas de héros. En tout cas, le héros, c'était la masse, hein, ce qu'il appelait le héros masse. On voit bien qu'il y a un choix politique derrière. Et c'est vrai qu'on est tellement habitué à avoir le star system, des héros, etc., que dans le cinéma, que c'est devenu normal, et alors même que ça pose question, c'est idéologique. Alors c'est vrai aussi du happy end, hein, des fins heureuses qui sont toujours là pour rassurer sur le système américain, qui punit les méchants et qui récompense les gentils. Bien sûr, derrière, il y a tout un discours, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Dans des films qui sont souvent d'ailleurs construits de façon très manichéenne, le bien et le mal, hein. Ça c'est une évidence. Voilà, beaucoup de choses comme ça qui font que, l'embellissement du réel, cette philosophie positive, optimiste, chère à l'American Way of Life. Bref, le cinéma est idéologique, et même le cinéma qui s'avoue le moins idéologique, hein, puisque le cinéma hollywoodien, c'est toujours prétendu comme un cinéma de divertissement sans message politique. Et enfin, donc, troisième grande catégorie, ce sont les films politiques, à proprement parler, qui se définissent comme politiques, les films militants, qu'on a pu appeler perpendiculaires, il y a beaucoup de termes sur ce cinéma-là. Donc ça, c'est un cinéma qui se veut en opposition à un système dominant. Et donc, c'est des films, si on prend les films les films militants, ils apparaissent vraiment en tant que tels, en tant que genre, après 68. Et c'est un mouvement qui est assez florissant aujourd'hui, puisque grâce à la caméra numérique, chacun peut faire des films avec des petits budgets. Donc c'est intéressant comme alternative à un discours dominant. Et donc c'est une troisième catégorie de films avec un discours politique là, assumé pour le coup. Donc on voit bien que toutes les formes de cinéma sont peu ou prou idéologiques et politiques. Peux-tu un peu plus nous décrire l'évolution de tes travaux, l'évolution de ton point de vue à la lumière de l'ensemble de ton œuvre ? Alors tout ça en fait relève de la même logique, elle est assez simple pour moi, c'est que quand j'étais à l'université et que j'entendais parler de cinéma par mes enseignants, c'était assez ésotérique pour moi souvent. C'est-à-dire que la démarche dominante encore aujourd'hui à l'université, dans la presse, ce qui est partagé partout, c'est la pensée dominante à mon avis, et presque la pensée unique sur le cinéma, c'est une approche qui est très auteuriste, c'est-à-dire on célèbre le génie créateur en dehors de toute considération sociale. Et on axe beaucoup les recherches sur la dimension esthétique des films, hein. Et on voit bien que c'est un discours qui domine vraiment tout le champ. Moi, il se trouve qu'à la fac, ça ne me parlait pas vraiment, pas toujours. Par exemple, Godard, Jean-Luc Godard, j'ai détesté en fait ce qu'il faisait parce que je pense que les profs l'abordaient sous un angle qui n'était pas le bon, il me semble. Et j'ai redécouvert Godard plus tard, et j'ai compris son cinéma parce que j'ai compris que c'est un cinéma politique. Ça a l'air idiot de dire dit comme ça, mais on me l'avait pas dit quoi, à la fac. Et on comprend mieux toute sa démarche au niveau formel, anti-impérialiste, etc. C'est très logique. Donc voilà, en fait, depuis mes études, en fait, j'ai développé une approche donc du cinéma qui serait ancrée dans la réalité, en fait, la réalité sociale de tous les jours, et c'est ça qui me parle, et c'est pour ça que j'aime le cinéma.
Et exemple typique, c'est donc mon histoire politique du cinéma, d'ailleurs qui s'appelle Une histoire politique du cinéma, une parmi d'autres. En fait, ce qui m'a motivé, c'était justement d'aborder le cinéma avec un regard politique, en fait, et ce qui n'a jamais été le cas. C'est assez étonnant. Bon, sur l'histoire du cinéma, on a des histoires économiques, esthétiques, techniques, ou les trois à la fois dans un même ouvrage, mais une approche vraiment politique, c'est assez rare. Et c'est vrai que c'est pas, comment dire, c'est pas politiquement correct, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est le terme, mais on a l'impression que depuis quelques années, ça fait même pas mal de temps, le mot politique est un peu entaché, en fait. C'est un peu un gros mot, hein, comme le mot lutte des classes, le mot le marxisme, enfin, il y a des mots qui dérangent, j'ai l'impression, en tout cas au niveau des instances universitaires. Et bon, mais moi je suis allé à fond, quoi. C'est-à-dire que j'ai abordé en fait de façon synthétique et pédagogique aussi, ben, toute l'histoire du cinéma, hein, en 100 ans d'histoire du cinéma, et donc à travers des périodes chronologiques, hein, et essayer de montrer que tous les grands mouvements du cinéma ont aussi une dimension politique. La nouvelle vague, par exemple, hein, on en parle comme une grande avancée esthétique, etc., formelle. C'est aussi avant tout c'est aussi un cinéma ben, assez réactionnaire, assez bourgeois dans une certaine mesure, pour plein de raisons que je ne vais pas développer ici, mais voilà, c'est intéressant de revenir sur le cinéma expressionniste allemand, qui pour certains aurait préparé l'avènement de Hitler, hein, dans les années 20. Le cinéma soviétique, bien sûr, montrer aussi qu'il est très manichéen. Le cinéma hollywoodien, bien sûr, le cinéma sous la guerre froide, le cinéma aujourd'hui. Donc tout ça, c'est voilà, faire une histoire du cinéma, mais avec un angle différent. Et je trouve que c'est assez cohérent, et avec l'idée, bien sûr, que tout film est politique. Et j'ai poursuivi donc sur un autre versant, mais qui est très proche, bien sûr, c'est la dimension idéologique des films. Et là, c'est un travail que j'ai réalisé donc récemment et qui est plus axé sur comment en fait l'idéologie vient au film, hein. Ce que j'évoquais par rapport à des choix formels, hein, le star system, le happy end, et toutes ces questions-là, et voir comment, ben, par exemple, dans cet ouvrage, donc Hollywood, cinéma et idéologie, ben, je travaille par exemple sur les films de Tarzan, hein, montrer comment ben, les films de Tarzan, bien sûr, ça véhicule une idéologie particulière. Oui. Justement, c'est assez croustillant et très, très, très intéressant dans ce livre-là, cet exemple de Tarzan. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, la démarche sur ce livre, quand même, c'est que, bon, je n'adopte pas la posture, quand même, de dire que le cinéma commercial, le cinéma dominant, le cinéma mainstream, il y a beaucoup de termes, en tout cas le cinéma hollywoodien, si on prend cet exemple, je ne suis pas pour dire que c'est un cinéma qui est aliénant, qui est abrutissant. Et un exemple comme Tarzan est assez parlant pour ça. Je pense que c'est un film qui, bien sûr, qui est idéologique, parce qu'il est réalisé par des hommes blancs, américains, etc., qui ont une vision très, très impérialiste, en fait, hein, de l'Afrique. Mais en même temps, c'est comme beaucoup de films américains et hollywoodiens, c'est des films qui vont plaire à un grand nombre de spectateurs, mais aussi, je pense, parce que c'est des films qui sont riches, qui ne peuvent pas se résumer à une seule idée simpliste, qui serait Tarzan, c'est raciste. Ça l'est, bien évidemment, mais c'est plus riche que ça, je pense. Et Tarzan, voilà, ce que j'essaie de montrer dans mon article, enfin dans mon chapitre, c'est un discours qui est assez complexe. Je pense que Tarzan, par exemple, c'est une série qui apparaît dans les années 30, à une époque aussi bon, de crise financière, de grandes mutations en fait, industrielles, etc., depuis les années 10-20. Et c'est aussi un cinéma qui rejette aussi une certaine forme de progrès technique, mais aussi une certaine forme de capitalisme, il me semble, puisque c'est un cinéma qui prône en fait un retour à la nature et un certain rousseauisme. Et d'ailleurs, Tarzan se bat contre les braconniers qui veulent spéculer donc sur les défenses des éléphants. En ça, c'est intéressant. Je trouve que voilà, c'est intéressant aussi de dire ça sur des films grand public, qui ne sont pas aussi abrutissants qu'on le pense. Et les exemples sont multiples et riches. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une volonté derrière, il y a un point de vue qui est assez réactionnaire, puisque, alors, c'est évident, le roi de la jungle, c'est un homme blanc. Bon, on pourrait définir un homme blanc, mais bien sûr, les noirs sont montrés de façon très très péjorative, ou très peureux, ou très méchants. Et il y a une idée, bien sûr, derrière l'idée de l'idéologie américaine, de la frontière, de l'American Way of Life, du gendarme du monde. Bien sûr, il y a il y a un sous-texte très très riche. Mais c'est un exemple, comme j'en développe d'autres, qui me semble intéressant parce que je suis un peu agacé par cette idée très très courante qu'on retrouve dans les élites en fait en général, mais aussi dans pas mal de milieux gauchistes. Cette idée que la culture de masse est aliénante. Je pense que c'est pas aussi simple. Je pense que même si au départ il y a une volonté il y a un point de vue très conservateur sur ces productions, hein, par ceux qui les font, en tout cas les producteurs.
Je pense qu'à la réception des films, c'est pas aussi simple. Je pense que les gens aussi ne sont pas dupes et savent aussi négocier le texte filmique en fait, hein, voir s'y opposer. Donc bon, c'est une question qu'on va développer peut-être, mais voilà, Tarzan, c'est un bon exemple. Il y en a d'autres, hein, je parle de Rocky, je parle de Rambo par exemple, je parle de l'autre dans le cinéma américain. C'est intéressant de voir comment l'autre, l'altérité, l'étranger, on va dire, est décliné tout au long de l'histoire du cinéma américain, depuis les Indiens bien sûr, jusqu'aux Martiens, jusqu'aux communistes, et puis aujourd'hui les Arabes, hein, les islamistes. C'est intéressant, on retrouve toujours mêmes choix narratifs en ce qui concerne, et plastiques, en ce qui concerne cet autre emblématique. Et du coup, c'est vraiment, là, ça montre vraiment l'idéologie, comment elle fonctionne, hein. Par exemple, ce qui détermine l'autre dans le cinéma américain, c'est toujours le nombre, hein. Une façon de filmer toujours aussi en plan large, jamais individualisé, jamais de gros plans sur l'autre, hein, qu'il soit l'Indien ou le communiste ou le noir d'ailleurs, j'ai oublié, pendant très longtemps, qui reste hors champ. Effectivement, du moment qu'on fait un gros plan, on rend la personne sympathique, on lui donne une âme. Or l'autre est toujours justement filmé de façon extérieure, en fait, avec une distance, hein, qui nous le rend antipathique. Alors voilà, exemple, l'autre en général aussi, très souvent, a pour fonction dans les films d'étouffer le plan, c'est assez intéressant, hein. Là, en fait, c'est l'envahisseur, hein. Donc il vient pour violer, pour voler, pour s'emparer du territoire, qui est métaphoriquement incarné par le plan au cinéma. Si on prend les films de zombies, par exemple, c'est très intéressant comme métaphore, mais les films de zombies, c'est ça, c'est l'autre, c'est le zombie, hein, celui qui n'est pas comme soi. Et sa fonction dans le film, c'est vraiment de venir étouffer le plan, de remplir le plan jusqu'à l'étouffement, et bien sûr étouffer aussi les personnages et le héros. Et c'est vrai de beaucoup de films, c'est vrai des films d'Indiens par exemple, si on voit ces scènes typiques où on voit les pionniers valeureux qui défrichent les territoires vierges et qui sont attaqués par des opportuns en fait, qui sont quand même chez eux, c'est ça qui est drôle, et avec ce réflexe toujours de créer ce cercle avec les caravanes, les chariots, pour protéger l'espace en fait, hein, et repousser l'ennemi extérieur. C'est vrai aussi de beaucoup de films, La canonnière du Yangtze par exemple, un film des années 70 avec c'est des Chinois il me semble dans le film. C'est vrai de tellement de films, des films sur la guerre du Vietnam, le film de John Wayne par exemple, mais aussi un film comme Platoon, où l'autre est assimilé à la nature, on le voit jamais en fait, il est toujours présent, la menace continuelle. C'est vraiment intéressant de mettre en relation la vision de l'autre, mais aussi la mise en scène, comment il est filmé. Et on voit bien que ça joue beaucoup en fait, qu'il y a un lien direct. Et voilà, c'est intéressant de voir comment, si on prend un film comme Alamo par exemple, hein, encore de John Wayne, le grand réactionnaire du cinéma américain, mais il a réalisé ce film, hein, il y joue aussi. Donc dans Alamo, c'est typique, c'est donc des Texans qui doivent, pendant tout le film, lutter contre des assaillants mexicains, qui sont l'armée mexicaine officielle, qui sont des milliers de personnes qui tombent comme des mouches, hein, comme dans les films de Tarzan, les Noirs qui tombent comme des mouches, et voilà, qui doivent défendre le territoire national. Alors même quand on voit l'histoire, que ce soit la question des Noirs, la question des Indiens, la question des Vietnamiens, des Chinois, ou peut-être pas des Martiens, mais en tout cas des Mexicains, on voit bien que c'est une relecture de l'histoire, c'est vraiment intéressant, parce que en général c'est les Américains justement qui sont emparés de ce territoire, et dans les films c'est tout inversé, quoi. On montre en fait au contraire c'est les envahisseurs, c'est l'autre. Bref, voilà ce type de réflexion qui me passionne, et toujours avec ce souci de faire le lien avec l'aspect formel, la mise en scène, hein, puisque je viens quand même d'un cursus de cinéma, et aussi donc la dimension politique, voilà. Et c'est vrai que c'est une chose qui n'est pas faite couramment. En général, on parle politique avec les films, des films, mais on ne parle pas, comment dire, il n'y a pas une exploration de la dimension politique et formelle des films. Je pense à des sociologues, des historiens ou des étudiants en Sciences Po qui travaillent avec les films, mais comme prétexte en fait, juste pour illustrer un débat, juste pour parler sur le film, sur les thèmes, mais ils ne s'intéressent pas assez à la forme du film, et je pense que c'est là où il y a un travail énorme à faire, montrer comment la forme est liée au thème et au discours. Justement, je voudrais revenir sur un élément extrêmement intéressant que tu as évoqué tout à l'heure, c'est de dire que c'est allé un peu vite que de dire que tout cinéma de divertissement ou culture de masse est aliénante. Parce que il me semble que dans tes derniers travaux, tu mets beaucoup l'accent sur la réception. Donc le rôle du spectateur, sa place, la manière dont il s'approprie et négocie le style filmique, tu disais. Justement, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur ce point de vue-là, parce que ça me paraît extrêmement intéressant d'envisager le cinéma sous cet angle-là, et surtout sa dimension politique. Alors, actuellement, par exemple, je commence à m'intéresser un peu au cinéma populaire français, au grand succès du cinéma français. Alors je partais avec un a priori en me disant, bon, c'est un cinéma qui est un peu débile, hein, des grosses comédies franchouillardes, grivoises, poujadistes. Je pense que beaucoup de gens ont cette idée-là de ce cinéma-là.
Donc par exemple, j'ai travaillé, donc là j'ai écrit un article pour Contretemps là, qui va paraître en janvier les ch'tis, hein, Bienvenue chez les ch'tis. J'ai intitulé ça Bienvenue chez les prolos, le cinéma populaire français, la lutte des classes. Voilà, c'est typique, c'est-à-dire qu'en fait, moi ce qui m'intéresse c'est d'aborder la culture de masse, le cinéma commercial, le cinéma populaire, sans a priori et sans mépris. Et effectivement, quand on a ce point de vue, on se rend compte que c'est un cinéma, si on prend un film comme Bienvenue chez les ch'tis, qui est pas si réac que ça, et loin de là même, hein. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien aussi que ça plaît. Je veux dire par là, c'est que tous ces films ont un intérêt certain, une richesse certaine qu'il faut apprendre à regarder, à comprendre. Parce que ces films qui ont un grand succès populaire. Alors, soit on part du principe que les gens sont débiles, et donc effectivement, les gens sont débiles, ils aiment des films débiles, donc ces films ont du succès. Soit on a une approche un peu différente. Et j'essaie d'avoir cette approche-là, d'autant qu'il me semble que, en ayant ce discours de dire que voilà, les masses sont aliénées, hein, par la culture de masse, par les masses médias. Je pense qu'on joue, enfin, si on est de gauche en tout cas, en ayant cette posture, on joue le jeu des élites. Et du coup, je pense qu'on se trompe, quoi. Il me semble vraiment qu'on se trompe. Parce que la culture, c'est politique. Il y a un enjeu, il y a un enjeu qui se joue tous les jours dans les relations sociales, un enjeu culturel en fait. La culture, c'est politique. Il y a une culture d'élite et il y a une culture populaire. Je ne parlerai pas de culture ouvrière, de culture prolétarienne. Je pense que c'est est-ce que ça existe déjà? Est-ce que ça existe encore? J'en doute en fait. Je pense vraiment qu'il y a une culture populaire qui est liée aussi à la culture de masse, hein, parce qu'il y a des échanges constants, et une culture donc d'élite, hein, qui est reconnue, qu'on trouve dans les musées, qu'on trouve dans les écoles, qu'on nous enseigne et qu'il faut maîtriser pour réussir socialement et professionnellement, je pense. Et là, il se joue vraiment une lutte des classes dont on parle jamais. Et c'est vrai que beaucoup de gauchistes sont issus des élites, en tout cas ont étudié, ont acquis cette culture légitime, comme dirait Bourdieu, et pensent que c'est la bonne, mais voilà, moi je pense qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise, hein, je pense qu'elles se valent tous, sauf qu'aujourd'hui il y a vraiment un mépris généralisé de la part des élites pour la culture populaire, comme pour les films populaires, pour les films commerciaux, pour les films hollywoodiens, et une valorisation d'une culture sérieuse, intelligente, d'élite. Voilà, je pense qu'il y a erreur là, il y a mal donne, et je pense qu'il faut vraiment repenser tout ça. Alors je suis pas le seul à le penser, hein, c'est un courant qui s'appelle, enfin qui est notamment issu des cultural studies anglaises. Pour aller vite, le précurseur, l'auteur, le livre en fait qui va manifeste un peu de cette approche qui repense complètement les sciences sociales, c'est un ouvrage qui s'appelle La culture du pauvre, un livre écrit par Richard Hogarth, qui est lui-même issu des classes populaires anglaises et qui dans les années 50 donc a étudié la culture du pauvre en fait, hein, mais avec justement sans mépris de l'intérieur, hein. Et là c'est vraiment intéressant parce que du coup on a une toute autre vision en fait de ce que c'est la culture populaire. Est-ce qu'extérieurement on peut considérer comme pauvre, comme aliénant, etc. Ça l'est pas en fait. Il nous montre bien que ça l'est pas. Et donc je pense que donc c'est un courant de pensée qui s'est développé au cours des années 60-70, qui est devenu presque hégémonique aux États-Unis, hein, d'ailleurs, il faut le questionner. Mais au départ, en tout cas, les cultural studies anglaises sont très très intéressantes pour ça, parce que l'idée c'est de déplacer le point de vue hégémonique en fait, du centre vers les périphéries, hein. C'est-à-dire, c'est quoi les périphéries? Ben, c'est déjà ceux qui sont issus de la culture populaire et qui ont une sensibilité, un point de vue, une façon de penser le monde qui est différente des élites. Et du coup, ce qui fait que les élites, quand ils se penchent sur la culture populaire, ils n'y comprennent rien, puisque c'est pas leur code. Bon, c'est aussi les femmes, par exemple, hein, qui sont plutôt en périphérie par rapport à une pensée du centre, sont aussi les Noirs, par exemple, les immigrés, les gays et lesbiennes. Voilà, c'est une façon de penser la culture, mais d'un point de vue différent. Et ça apporte beaucoup, en fait, notamment aux sciences humaines. Et dans le cinéma aussi, ça apporte beaucoup de choses intéressantes. Et pour revenir à mon sujet donc d'études sur un film comme Bienvenue chez les ch'tis, il me semble que on peut très bien avoir cette posture un peu en disant oui, c'est un film, bon, une bonne comédie, sympathique, drôle, mais sans intérêt plus que ça. Je pense au contraire que c'est un film qui parle aux masses, qui parle aux classes populaires, puisque c'est un film pour moi qui valorise les classes populaires. Et c'est intéressant, moi j'aime beaucoup étudier souvent la réception dans la presse, notamment la presse savante, hein, la presse élitiste, parce que souvent ils passent à côté du message, je pense. Alors j'ai pas la prétention bon, il se trouve que je viens d'un milieu populaire, donc peut-être que j'ai un regard différent, mais c'est intéressant de voir que cette presse-là, bon, ce qu'on retrouve très souvent, c'est de dire voilà, c'est un film donc Bienvenue chez les ch'tis, qui valorise la culture du Nord, la culture des ch'tis, contre la culture du Sud, hein. Donc un département, une région du Nord qui est mal aimée, qui est reconsidérée par ce film, et du coup c'est très positif. Mais en fait, ce que la plupart ne voient pas, je pense, et que moi ce que j'y ai vu, c'est que c'est une valorisation surtout des classes populaires, puisque le film fonctionne vraiment comme ça, avec un cadre du Sud, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film,
interprété par Cadmerade, qui est muté dans le Nord. Donc lui, il est cadre, on voit bien dans son contexte de vie qu'il est plutôt issu de la petite bourgeoisie, et donc il va intégrer un milieu assez populaire, qui est donc dans le Nord, et il va sympathiser avec un petit employé de la Poste, parce que lui, il est cadre de la Poste. Et tous les codes renvoient vraiment à cette opposition entre le bourgeois et le prolo, et tout ça finit à l'avantage quand même du prolo, même si le bourgeois est sympathique. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est ce qu'on appelle le sous-texte en fait, c'est-à-dire toute cette complexité des films et tout ce qu'ils véhiculent et que parfois on ne le voit pas en fait, mais que ceux qui reçoivent le film le comprennent très bien. Je pense que ce film en particulier a un pouvoir de plaire en fait, et de positiver et de comment dire, de valoriser en fait la culture populaire. Et je pense que les gens qui ont fait un succès à ce film, et ils sont nombreux, c'est un Français sur 3 qui allait voir ce film. Alors il n'y a pas que des prolos bien sûr, mais il se trouve que la différence, ce qui fait un grand succès populaire, c'est quand les classes populaires vont au cinéma. Parce que les classes moyennes, bourgeoises vont très souvent au cinéma. Les classes populaires, ils vont très peu. Donc un grand succès populaire, c'est vraiment quand les classes populaires vont au cinéma. Et il se trouve que les grands succès populaires, c'est La Grande Vadrouille, ce sont des films comme Taxi 2 par exemple, comme Astérix et Cléopâtre, des grosses comédies, soit, mais aussi des films qui sont aussi intéressants à mon avis de ce point de vue, c'est-à-dire des films qui encouragent aussi, qui valorisent une culture populaire qui n'est valorisée nulle part ailleurs, en tout cas pas dans les musées. À ce discours, on pourrait faire deux critiques. On pourrait aussi dire que Bienvenue chez les Ch'tis ou Astérix sont des films profondément démagos et poujadistes. Effectivement, ça valorise, en tout cas pour Bienvenue chez les Ch'tis, des formes de culture populaire. Mais le happy end de Bienvenue chez les Ch'tis, c'est que en se parlant, finalement, on peut adopter un langage commun entre bourgeois et prolos, on peut se comprendre et on peut très bien vivre ensemble sans absolument bouger les rapports hiérarchiques entre le bourgeois et le prolo. Et deuxième petite critique qu'on pourrait apporter à ce type de discours, c'est que Bienvenue chez les Ch'tis ou Astérix, ça n'a absolument pas été produit ni réalisé par des prolos. Là, tu parles vraiment de la réception, donc tu t'intéresses vraiment à la réception du film, mais c'est la culture populaire, à la limite, ça serait donc cette espèce de négociation et de relecture. Mais quand on parle de culture prolétarienne ou de culture ouvrière, c'est ce qui est autoproduit par la classe elle-même. Alors ça appelle beaucoup d'explications là. Disons pour commencer que je ne dis pas que ces films sont révolutionnaires, loin de là. Et d'ailleurs le thème de l'union sacrée entre le bourgeois et le prolo qu'on retrouve dans tous les films, par exemple De Funès et Bourvil, l'un incarnant toujours le bourgeois, l'autre le prolo. Bien sûr qu'il y a cette union sacrée, on le voit dans Le Corneau par exemple, on le voit dans La Grande Vadrouille. Bien sûr que ce ne sont pas des films révolutionnaires, la question n'est pas là. Objectivement, ce sont même des films conservateurs, on est bien d'accord. Mais moi, je parle de la réception, c'est-à-dire que au-delà d'un discours, une œuvre est créée par le spectateur et c'est lui qui va aussi l'interpréter. Et je pense que les classes populaires ne sont pas dupes de ce qu'on leur donne à consommer. Elles font aussi de choix. C'est justement Stuart Hall, qui est un autre penseur anglais sur les culturels se disent, qui dit bien qu'il y a une négociation en fait du spectateur avec un film par exemple, une émission de télé, et des fois une opposition. En tout cas, c'est jamais comme ça. Et c'est pas des gens passifs qui consomment bêtement ce qu'on leur donne et qui prennent tout, ils trient, ils y trouvent aussi ce qu'ils y veulent. Et c'est typique ce film, Bienvenue chez les Ch'tis. Je pense que c'est un film qui, moi en tout cas, ce qui m'évoque, et je trouve qu'il est très positif, il est très salutaire, il est bien parce qu'il met au premier plan la culture populaire. C'est net, hein. Dans le film, vous verrez bien les goûts, par exemple, alimentaires de l'un et de l'autre. L'un, c'est la bière, le sandwich frites. Enfin, ça, pour quelqu'un qui est issu de la classe populaire, on y est sensible. On voit bien que, pour une fois, et contrairement à ce qu'on entend tous les jours dans tous les médias, qui tape toujours sur le bof bedonnant qui fait ses courses à l'hypermarché et qui abrutit devant TF1, voilà, cette image que je supporte plus, elle est fausse, c'est pas vrai, arrêtons. Les bofs, les prolos, comme on les appelle, ils sont pas idiots, ils sont pas plus bêtes, ils ont moins lu le livre et après, ils ont un sens commun. Et bon, moi c'est ça ma bataille, parce que je suis vraiment agacé, parce que j'ai aussi adopté cette posture au cours de mes études, j'ai adopté un discours dominant et je trouve qu'il est un peu simpliste, voilà. Alors ça c'est la première chose, voilà. Bien sûr que c'est des films, mais poujadistes, bon après il faut définir le terme, etc. Par ailleurs, autre chose, c'est pas des films faits par des gens issus de la classe populaire. On peut en discuter aussi longuement. Il se trouve quand même que le cinéma, historiquement, c'est un art populaire. D'ailleurs, dans les premiers temps, il a fallu très très longtemps avant qu'il soit considéré comme un art, qu'il soit adoubé par les bourgeois, reconnu vraiment comme un art légitime. Pendant très longtemps, c'était un art populaire qui se consommait sous des chapiteaux, dans des foires, par vraiment la classe populaire essentiellement. Les bourgeois sont venus très tard au cinéma, en tout cas dans les années 15, 20 et même beaucoup plus tard après. Donc une chose. Après, si on prend Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple, voilà, qui a écrit le film, qui l'a réalisé, c'est Danny Boone. Danny Boone, je ne sais pas en fait ce que faisaient ses parents, mais c'est un gars qui vient du Nord, c'est pas un Parisien. Il est kabyle, d'origine kabyle. Donc il a une vision aussi qui est peut-être pas dans la norme.
Son acteur principal, qui ne joue pas un arabe dans le film, mais c'est Gad Merad, qui est aussi originaire du Maghreb. Je veux dire, c'est pas non plus un cinéma de bourgeois, quoi. Hein, on n'est pas dans l'art contemporain, on n'est pas dans la musique classique, on est dans un art populaire qui est fait par des acteurs, par des réalisateurs qui sont, qui sont des gens ordinaires aussi dans l'absolu, je veux dire, qui viennent aussi de milieux ordinaires, quoi. Et donc le cinéma, à mon avis, le cinéma c'est comme le rock. Je pense que ce sont des arts du XXe siècle, ce sont les deux plus grandes expressions artistiques du XXe siècle, hein, le rock et le cinéma. Et je pense que c'est des arts de masse, c'est la culture de masse, quoi qu'on en dise. Après que certains bourgeois aient trié entre le bon cinéma, le cinéma d'auteur, art et essai, et le mauvais cinéma, ça c'est leur problème. À mon avis, c'est tout à fait symptomatique d'un besoin de toujours de se distancier, de se distinguer, comme dirait Bourdieu dans son livre La Distinction. Le rock, c'est pareil, on a des intellectuels et des snobs du rock, ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, j'ai vraiment cette vision, moi, de l'art, c'est-à-dire un art qui aurait été au service de la religion et de la noblesse jusqu'au XVIIIe, ensuite un art bourgeois. Hein. Il n'y a qu'à voir l'apparition du roman bourgeois au XIXe, le roman était considéré beaucoup de mépris par les élites avant ça, mais les bourgeois arrivant au pouvoir, hein, après la Révolution française, on va valoriser un art bourgeois dans le roman. Donc je pense que le 19e siècle, c'est l'art de la bourgeoisie. Hein. On voit bien que l'apparition de la photo, même le cinéma, enfin ça c'est... Et le 20e siècle, je pense que on le verra à l'avenir, hein, mais avec le recul, mais je pense que c'est le siècle de la culture de masse, qui est une expression, à mon avis, la plus riche de ce siècle, qui est extraordinaire. Et donc voilà, alors, ce qui gêne les élites, en fait, c'est que leur précaré, en fait, leur pouvoir culturel, tout ça, en fait, ils sont en train de le perdre, parce que les masses vont pas dans les... vont pas avoir la culture aristocratique ou bourgeoise qu'on trouve dans les musées. Je veux dire, c'est pas la culture des populeux. Et effectivement, ce qui gagne aujourd'hui, c'est la culture de masse, qu'on dit aliénante, commerciale. C'est ça qui fait des grands succès. Hein. C'est pas les petits films intimistes. Et ça dérange profondément les classes dominantes, qui bien sûr perdent de leur pouvoir. Bref, voilà, c'est ma vision un petit peu de l'histoire de l'art. Bon, sur la perte de pouvoir des élites via la culture de masse, ça serait un long débat également, parce qu'on peut dire que c'est aussi la culture de masse à travers des films dont le sens est relativement peu évident en termes comme tu dis, hein, il y en a qui sont très, très conservateurs en général. On peut dire que c'est aussi la culture de masse, c'est aussi un élément de contrôle social certain, mais bon, ça serait un autre long débat. Mais justement, ça serait intéressant de comparer la production de Bienvenue chez les Ch'tis à la production de Mesrine. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as un point de vue un petit peu là-dessus? Est-ce que, quelque part, est-ce que ça ne serait pas un fantasme sur la révolte prolétarienne par des bourgeois en tournant ce film-là? Enfin, justement, est-ce que ça ne serait pas exactement le pendant de Bienvenue chez les Ch'tis? Alors, je pense que ton exemple, en fait, malheureusement pour toi, il est très mal choisi. C'est qu'en l'occurrence, Mesrine est réalisé par un cinéaste qui s'appelle Richer. Et Richer, c'est un cinéaste que je suis parce que je l'apprécie particulièrement. Alors voilà, juste le profil pour parler de ce cinéaste. Et c'est pas étonnant qu'il ait réalisé ce film d'ailleurs. Donc, j'ai oublié son prénom soudain, mais Jean-François Richer, je crois. C'est un cinéaste, c'est un des rares cinéastes français, du jeune cinéma français qui vient vraiment de la banlieue, quoi, qui a été ouvrier et qui est pétri de culture marxiste, hein, qui encense Eisenstein, le cinéaste soviétique de l'âge d'or. Voilà, et qui fait des films en fait marxistes. Et tous ces films, hein, le premier c'était État des lieux, un petit film sur la banlieue, mais vraiment un film très politique, très marxiste. Ensuite, il a fait Ma cité va craquer, qui a beaucoup déplu aux instances politiques. Il a failli ne pas sortir. Enfin, c'est un film qui est très sulfureux parce que c'est un film qui oblige le spectateur à prendre position. Alors, je vous rappelle peut-être, c'est un film sur la banlieue, hein, sur les émeutes en banlieue. C'est un peu l'anti-haine, hein, le film de Kassovitz. C'est un film qui nous oblige à prendre position et qui est un film très dérangeant et que moi j'apprécie vraiment. Et qui est plein de références politiques, marxistes, révolutionnaires. Ensuite, il a fait Assaut sur le 13. C'est un remake d'un film de Carpenter, mais justement, il a inversé l'opposition entre les flics et les voyous, en fait, et ça donne vraiment un film politique là aussi. Et donc, son quatrième film que j'attendais, on pourra en discuter longuement, mais le dernier film que j'attendais donc, de lui, c'est donc sur Mesrine. Bon, moi, ce que je vois, c'est que c'est un film qui plaît à la banlieue, hein, comme des films comme Scarface. Voilà, il y a des films qui sont réappropriés en fait par la banlieue et ça pose question. Alors bien sûr, on peut dire ils sont idiots, etc. Ils comprennent pas que Scarface c'est un film qui célèbre le capitalisme, etc. Mais qui dit ça en fait? C'est toujours le même point de vue qu'adopté. Je pense que ces films ont aussi un discours intéressant. Et ce que j'ai pu entendre d'ailleurs, c'est que un film comme Mesrine, peut-être effectivement, il parle à certaines personnes, des personnes qui sont en but, qui sont comment dire
en rupture avec l'autorité, avec le pouvoir politique, etc. Et effectivement, de voir à l'écran un gangster donc alors bien sûr qu'il est macho, etc. Je veux dire, après, bien sûr, personne n'est blanc, je veux dire, c'est pas... mais blanc ou noir, bien sûr, ça pose des vrais problèmes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est comment en fait on se réapproprie une œuvre et comment ça répond aussi à un horizon d'attente. Voilà, je pense que Mesrine, ça répond. Après, le film, moi, j'en pense pas grand-chose. Je trouve que c'est un film qui est très froid, mais là aussi, je pense que c'est un choix vraiment de mise en scène du réalisateur qui a voulu garder sa distance avec le personnage, pas créer trop de sympathie avec lui, et peut-être aussi traduire à l'image ce qu'était le personnage, qui avait pas de sentiments. Après, est-ce que c'est complaisant ou pas, je sais pas. J'ai pas trop d'avis là-dessus. J'ai vu que le premier épisode.